Bonjour à tous, chers élèves de seconde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier chapitre d'histoire de l'année, le numéro H5. Avant même de commencer, je tenais à vous dire que ce chapitre est essentiel pour l'année prochaine, pour votre rentrée en première, générale comme technologique. Par conséquent, soyez très attentifs, n'hésitez pas à relire le cours avant la rentrée de septembre prochaine et n'hésitez pas non plus à me contacter si tant est qu'une chose ne soit pas très claire dans votre esprit. Je vous rappelle qu'en première, vous aurez vos premières épreuves de baccalauréat. Par voie de conséquence, vous comprendrez qu'il est donc essentiel de bien maîtriser ce chapitre. Ce nouveau chapitre s'intitule donc « La France au XVIIe et XVIIIe siècle, un modèle politique et social remis en cause ». Donc, nous allons tout d'abord expliquer un petit peu ce sujet. Nous allons procéder de la même façon que lorsque vous définissez votre sujet, lorsque vous avez à traiter d'une question problématisée, par exemple. Alors, borne spatiale. Eh bien, ce chapitre se situe en France, il n'y a rien de bien compliqué. Borne chronologique, on va commencer au début du XVIIe siècle avec l'affirmation d'un nouveau modèle politique en France qui n'est autre que le modèle de la monarchie absolue. On le verra tout à l'heure. Et la continuité au niveau social d'un héritage médiéval qui n'est autre que la société d'ordre. C'est pas grave si ça ne vous dit rien, on voit ça juste après. Et donc ce modèle, monarchie absolue, société d'ordre, est de plus en plus remis en cause, surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, notamment dans le contexte des Lumières, ce qui doit vous dire quelque chose également. De fait, la borne spatiale finale de ce chapitre n'est autre que 1789 et le début de la Révolution française. Alors, ici, nous ne parlerons pas de la Révolution française. En fait, le but de ce chapitre H5 n'est autre que de voir le contexte dans lequel cette Révolution française est née. Pourquoi la Révolution a éclaté en France en 1789? Quelles en sont les origines? C'est la problématique du chapitre. Quelles sont les origines de la Révolution française de 1789? Première partie de ce chapitre H5, nous allons étudier l'organisation politique et sociale de la France au XVIIe et XVIIIe siècle. Avant de voir comment cette organisation est remise en cause, comment elle est contestée dans le grand 2, dans le grand 1, nous allons comprendre un peu cette organisation politique et sociale. Première sous-partie de ce grand 1, le modèle politique, c'est-à-dire la monarchie absolue. Et cette monarchie absolue est de plus en plus autoritaire. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la monarchie absolue triomphe en France, c'est-à-dire qu'un roi possède tous les pouvoirs et a donc un pouvoir absolu. C'est sous Louis XIV que ce modèle de monarchie absolue va pleinement triompher. Louis XIV que vous avez juste ici, le roi Soleil, à qui l'on doit notamment la construction et le développement de ce magnifique château qu'est le château de Versailles, qui deviendra donc résidence royale jusqu'à la Révolution de 1789. Ça, vous le verrez l'an prochain. Alors, Louis XIV va profondément marquer les institutions françaises, l'organisation politique de la France, notamment parce qu'il va rester roi plus de 72 ans. C'est le plus long règne que la France ait connu. Il devient en effet roi en 1643, à peine âgé de 5 ans, et son règne s'achèvera en 1715 à sa mort. Louis XIV sera par la suite imité par ses successeurs, notamment donc son successeur premier, qui n'est autre que Louis XV, que vous avez juste ici, et vous pouvez voir que sur ces tableaux, il y a une nette ressemblance. Alors, qu'est-ce que la monarchie absolue? En France, depuis Louis XIV principalement, le roi a tous les pouvoirs. Il détient seul la souveraineté, c'est-à-dire l'autorité politique. Il dispose de 3 pouvoirs majeurs que vous devez absolument retenir, qui ne sont autres que le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire les lois. Deuxième pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir de les exécuter, de commander l'armée, de commander la police, etc. Plus le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir de juger. Il a donc absolument tous les pouvoirs. Il décide des lois, les fait appliquer et juge par la suite. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous opposer au roi. Si tant est que vous vous opposiez au roi, notamment sous Louis XIV, vous risquez l'enfermement. Ainsi, de nombreux auteurs seront enfermés suite à des critiques formulées à l'encontre de la monarchie et surtout du monarque, du roi. Et souvent, ils sont enfermés dans cette prison qui n'est autre que la prison de la Bastille,
ce qui doit vous dire quelque chose, et notamment sa prise en 1789, mais ça, ce sera pour l'an prochain. Donc la prison de la Bastille, où on enferme ceux qui critiquent le roi, et parmi les exemples de personnages qui ont été enfermés à la Bastille, nous avons Diderot, que vous avez ici. Diderot et d'Alembert, ce sont les deux hommes, vous devez les connaître, à qui l'on doit l'encyclopédie. Ce roi de France a donc tous les pouvoirs au XVIIe et XVIIIe siècle, comme nous venons de le dire, judiciaire, exécutif et législatif. Comme vous pouvez le voir sur ces tableaux, on a bien tous les symboles qui affirment ce pouvoir absolu du monarque en France, du roi en France. Ici, nous avons le sceptre, hop, sur les deux rois, Louis XIV et Louis XV, qui n'est autre que le bâton de commandement, qui souligne une autorité suprême de la part du monarque français. On a également l'épée de Charlemagne, pour les deux, l'épée de Charlemagne, qui montre qu'il a le commandement militaire, etc., etc. Vous avez également la couronne et autres. Ce roi, en France, qui est donc monarque absolu, est également considéré comme un chef religieux. C'est-à-dire qu'il est, pour les Français, par la cérémonie du sacre, donc il est sacré, le roi. Ce sacre se déroule traditionnellement dans la ville de Reims. Et donc, ce sacre fait du roi le lieutenant de Dieu sur terre. Il est vu comme l'envoyé de Dieu sur terre et donc on ne peut pas le critiquer. Car à l'époque, je vous rappelle, la France est profondément religieuse, profondément chrétienne. Par conséquent, puisque le roi est censé être l'envoyé de Dieu sur terre, critiquer le roi revient à critiquer Dieu. On parle alors de monarchie absolue, de droit divin, puisque ce roi, ce monarque absolu, tient son pouvoir de Dieu, d'une divinité. Cette monarchie absolue en France, au XVIIIe siècle, apparaît comme de plus en plus autoritaire. C'est-à-dire que si le roi a bel et bien tous les pouvoirs, auparavant, certaines institutions existaient et pouvaient permettre au roi d'être conseillé par différents hommes politiques, différents élus et autres. Notamment, il y avait une institution très importante que l'on appelle les États généraux. Alors les États généraux, c'était une assemblée dans laquelle on trouvait des représentants de toute la société et ils venaient pour enregistrer les décisions royales, mais également pour conseiller le roi. Le roi écoutait donc les conseils et pouvait modifier une de ses décisions. Cette institution extrêmement importante, les États généraux, n'est plus convoquée depuis 1614. C'est-à-dire qu'entre 1614 et 1789, la Révolution française, les États généraux ne seront plus convoqués. Autrement dit, le roi de France agit seul et est donc de plus en plus autoritaire. De plus, Louis XIV va supprimer le droit de remontrance. C'était un droit qui permettait aux élus de critiquer, de remettre en cause les décisions royales. C'est fini, le roi gouverne seul et ses décisions doivent être appliquées, point final. Après avoir vu le modèle politique qui triomphe en France au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est-à-dire la monarchie absolue, nous allons voir dans ce B comment s'organise la société sous l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'est une expression que vous devez connaître qui sert à désigner le modèle politique et social de la France de la fin du Moyen-Âge à la Révolution française qui débute en 1789. La société française est une société d'ordre, c'est-à-dire que la population est divisée en trois ordres, trois groupes distincts qui ne sont autres que le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ce modèle, hiérarchisé entre clergé, noblesse et tiers-état, est un héritage du Moyen-Âge et le roi est censé être le garant de cette hiérarchie établie. Alors, le clergé correspond à ceux qui prient. Donc, ce sont les prêtres, les abbés, les évêques, etc. Ils représentent 1% de la population française, c'est-à-dire très peu de personnes. On a également la noblesse, les nobles, qui à l'origine sont ceux qui combattent, et ils sont 2% de la population. Et enfin, on a ce tiers-état, ce troisième ordre, le tiers-état, qui représente 97% de la population française, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population, et ce sont ceux qui travaillent, ceux qui disposent de leurs bras, de leur force de travail. Alors, ces trois ordres sont eux-mêmes à l'intérieur extrêmement hétérogènes, extrêmement divers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande ressemblance, par exemple, entre un grand abbé extrêmement riche, extrêmement élevé dans la hiérarchie, ou un grand évêque,
et un petit prêtre de campagne. De même, chez les nobles, il y a de grandes différences. Dans le tiers-état également, on va trouver de riches marchands, par exemple, qui sont très très riches et qui vont être en haut de la hiérarchie du tiers-état, et ou encore de petits agriculteurs. Donc, à l'intérieur même de ces trois ordres, on a véritablement de grandes différences. Mais si on en revient aux privilèges accordés à chacun de ces trois ordres, il y a quelque chose de clair et établi que vous devez retenir. Nous sommes face à une société qui est profondément inégalitaire. Le clergé et la noblesse, qui représentent ensemble 3% de la population, sont associés à la royauté et ont des privilèges absolument exceptionnels. Ils ne paient quasiment aucun impôt. Ce sont les seuls qui peuvent exercer les plus hautes fonctions, c'est-à-dire les emplois les plus hauts, les plus élevés dans la société. Trois ordres ne sont pas égaux non plus au niveau de la justice. Quelqu'un, un membre du tiers-état, ne sera pas jugé de la même façon qu'un noble pour un crime similaire. Évidemment, les clercs et les nobles sont à nouveau privilégiés. Donc, en fait, ces trois ordres sont inégaux devant la loi, puisqu'ils ne sont pas jugés de la même façon, devant l'impôt, puisque le tiers-état paie à lui seul quasiment tous les impôts, et pas devant l'emploi non plus, puisque le clergé et la noblesse sont les seuls à pouvoir exercer les plus hautes fonctions du royaume. Voilà, nous avons donc terminé ce grand 1. Vous êtes en France au XVIIe et XVIIIe siècle face à un modèle politique de monarchie absolue de droit divin. Et nous sommes face à une société qui est profondément inégalitaire, divisée en trois ordres, avec deux ordres clairement privilégiés, alors que l'ordre qui compte le plus grand nombre d'habitants et de loin est très clairement désavantagé.